Bon après-midi à tous. Voilà, alors je reviens, comme c'était promis l'année dernière, pour vous donner quelques avancées sur nos traitements des amyloses à transthyrétine, sur le versant neuropathie amyloïde à transthyrétine. Donc vous vous rappelez peut-être qu'on en était resté là, c'est-à-dire que voilà, hein, c'est une maladie grave d'évolution sur une dizaine d'années. Transplantation hépatique initialement. À partir de 2011, on a vu arriver les stabilisateurs de la transthyrétine et notamment le tafamidis, le Vyndaqel, à la dose de 20 mg per os, très bien toléré, qui avait été essayé chez des patients de stade 1. Stade 1, ça veut dire pour nous des patients qui marchent sans aide. Là, on est dans le domaine de la neurologie, donc on va en reparler. Mais malheureusement, ce stabilisateur, la transthyrétine à la dose de 20 mg, ne stabilise pas tous nos patients. Certainement, il ralentit de manière significative chez un certain nombre de patients la progression de la neuropathie, mais il n'empêche pas nos patients de se détériorer dans le domaine de la neuropathie. Donc je voudrais vous présenter aujourd'hui les résultats de ces deux études qui ont été menées donc, depuis 2013, et on a eu les résultats donc, fin de l'année dernière. Je vous avais déjà donné un peu en avant-première l'année dernière au mois de juin les résultats de l'étude Antisens et nous avons donc maintenant des résultats plus complets. Donc je voulais simplement vous faire un peu une overview de ces deux études qui vont donner deux produits supplémentaires dans ces neuropathies amyloïdes héréditaires à transthyrétine. Avec donc un accès des ATU qui sont déjà initiés. Alors, à quoi on a affaire? On a affaire donc à deux produits différents, donc je vous les ai mis ici en parallèle. Donc il y a d'une part un ARN antisens anti-TTR, qui est un oligonucléotide simple brun, qui va avoir une action nucléaire et cytoplasmique, qui va donc s'incorporer à l'ARN messager. Donc c'est un ARN qui agit en 3' du gène de la transthyrétine, donc qui va couvrir finalement cette région-là, donc qui va inhiber toutes les mutations contenues dans le gène de la transthyrétine. Qui va donc faire agir un système RNase qui va contribuer à la dégradation de l'ARN messager. Donc le but, c'est finalement d'éteindre le gène de la transthyrétine et l'ARN messager. Alors, l'injection de ce produit est une injection sous-cutanée, une fois par semaine. C'est un produit qui va cibler le foie essentiellement, les hépatocytes. Vous savez que le foie, c'est vraiment l'organe principal de synthèse de la transthyrétine, mais il va également cibler d'autres organes, notamment le rein. L'autre produit, c'est un ARN interférent, c'est un produit donc, qui est double brin, qui va s'administrer en intraveineux une fois toutes les 3 semaines. On va revenir là-dessus, qui va donc s'incorporer à l'ARN messager de la transthyrétine de manière avec une action qui est uniquement cytoplasmique, qui va faire intervenir le système de dégradation RISC et qui va donc entraîner une dégradation de l'ARN messager de la transthyrétine. C'est un produit qui est donc administré, encapsulé dans des particules nanolipidiques et qui va donc avoir comme cible uniquement le foie. Donc c'est un produit là qui est extrêmement ciblé. Alors, les essais de phase 1 et 2 avaient donc été menés évidemment précédemment pour ces deux produits en parallèle et ont montré de manière relativement similaire chez des volontaires sains, mais également chez des patients, notamment pour l'ARN silencieux, qu'il y avait une baisse de l'ARN messager après l'administration de ces produits et une baisse de la transthyrétine qui était environ de 80% dans le sérum et de manière relativement rapide. Donc, in fine, une dose donc, de 300 mg a été retenue pour l'oligonucléotide antisens et de 0,3 mg/kg pour l'ARN silencieux pour ces essais de phase 3 donc, que je vais vous présenter là rapidement. Alors, on va commencer donc, par l'essai patisiran, donc qui est l'ARN interférent. Qui donc est un essai qui a été nommé Apollo, qui a été réalisé donc, avec une randomisation de 2:1 avec patisiran 0,3 mg/kg en intraveineux toutes les 3 semaines versus placebo.
Des patients inclus qui étaient des patients relativement larges en termes de présentation clinique, c'est-à-dire des patients stade 1 qui marchent de manière autonome, donc il y a une neuropathie modérée, à des patients stade 2, voire même 3 pour quelques-uns, c'est-à-dire qui marchent avec une ou deux aides, donc des patients avec une neuropathie beaucoup plus avancée, des différents types de mutations, et également la possibilité que ces patients aient été traités avant par des stabilisateurs de la transthyrétine. Le critère de jugement primaire dans cette étude était le changement d'une échelle neurologique, qui est une échelle composite neurologique et neurophysiologique, qu'on a appelée la MNIS plus 7, à 18 mois. C'est une étude qui a duré 18 mois. Donc toute une série de critères de jugement secondaire, avec des échelles de qualité de vie, Norfolk, qui est celle qui avait été précédemment utilisée pour les stabilisateurs de la transthyrétine, également le test de marche de 10 mètres, un index de masse corporelle modifié et le test qu'on vous a présenté tout à l'heure de dysautonomie, questionnaire sur des items de dysautonomie, le COMPASS 31. Et puis il y avait également quelques critères cardiaques, il y avait un sous-groupe cardiaque sur lequel je reviendrai. Alors voilà, donc rapidement, 225 patients qui ont été randomisés, donc voilà, 148 dans le groupe patisiran versus placebo, et donc 93% dans le groupe patisiran ont terminé l'étude versus 71% dans le groupe placebo. Désolé. Alors, voici la distribution de la population, donc une population qui est quand même relativement âgée, voilà, 62-63 ans. Les Portugais ont très peu participé à cette étude. Vous savez que les Portugais, c'est des patients plutôt jeunes, en général une trentaine d'années quand ils développent leur maladie. Donc là, on a affaire à des patients beaucoup plus âgés, représentés vraiment de par le monde, toutes les catégories représentées, africains, asiatiques, caucasiens. Avec donc une durée d'évolution de la maladie depuis le diagnostic qui était en moyenne de 2,6 ans, et puis donc des mutations Val30M et non Val30 en proportion à peu près égale. Vous notez ici ce score NIS. Ce score NIS, c'est cette fameuse échelle neurologique, qui celle-là est sur 244, donc un score qui est quand même relativement élevé, à 57 en moyenne, et bien équilibré dans les deux groupes, avec donc des patients, encore une fois, qui marchaient, donc un peu moins de 50% de patients qui marchaient sans aide, et un peu plus de 50% de patients qui marchaient avec aide. Donc un bon spectre de patients avec un handicap variable, mais y compris des patients relativement sévères, et une sous-population cardiaque. Alors, voici le résultat principal, parce que je pense qu'il est quand même assez impressionnant. Donc, voici le critère de jugement primaire, qui est donc cette échelle composite neurologique et neurophysiologique qu'on utilise difficilement en pratique clinique, mais enfin qui a bien été utilisée pour cette étude, et qui montre clairement qu'il y a donc une aggravation très significative dans le groupe placebo, et vous voyez ici une probable stabilisation, voire même peut-être régression, donc diminution, amélioration peut-être de la neuropathie dans le groupe traité. Autrement dit, donc 56% du groupe patisiran était dit amélioré par rapport au groupe placebo, donc c'est quand même un résultat très impressionnant. C'est un résultat qu'on retrouvait quelle que soit la sévérité de la neuropathie, donc avec des NIS, donc cette fameuse échelle neurologique de baseline qui était donc qui était ici peu importante, donc des patients en stade 1, marche autonome mais limitée, marche avec aide et marche avec plusieurs aides, et vous voyez que la différence reste significative dans toutes ces catégories et c'est de sévérité de la neuropathie. Tous les critères de jugement secondaire étaient également très significatifs en faveur du groupe patisiran, que ce soit la qualité de vie, que ce soit l'indice de masse corporelle, que ce soit le critère de jugement qui était relatif à la neuropathie dysautonomie, qui était simplement, on l'a dit, un questionnaire.
Alors, voici quelque chose qui intéressera probablement donc, tous les collègues cardiologues qui sont dans la salle. C'est donc les critères de jugement du sous-groupe cardiaque, donc des critères secondaires qui étaient à la fois échographiques, biomarqueurs avec le NT-proBNP et le strain sur l'échographie, ainsi que l'épaisseur de la masse du ventricule. Et vous voyez que tous ces critères sortent également significatifs en faveur du pâtissierant, avec donc une relative stabilité, voire peut-être amélioration de ces critères de jugement cardiologique. En termes de tolérance, un profil relativement rassurant, avec des événements indésirables sérieux, donc voilà, autour de 30%. Donc 13 décès observés dans cette étude. Aucun décès considéré lié au traitement, mais tous des décès considérés liés à la progression de la maladie. Avec comme principaux effets secondaires des problèmes essentiellement locaux de réaction d'infusion au produit, mais pas de gros problèmes concernant notamment la fonction rénale, notamment le taux de plaquettes, notamment la fonction hépatique. Donc globalement, une très bonne tolérance de ce produit. Je passe directement, sans conclure, au second essai, qui est donc l'essai de l'oligonucléotide antisens, où vous voyez ici le design, donc l'inotersen qui est administré une fois par semaine. Là aussi, une randomisation 2 sur 1 versus placebo, avec une durée de 15 mois de l'étude. Avec une stratification des patients, là encore, stade 1 versus stade E, 2, valmetrante versus non valmetrante, et des patients qui avaient été traités antérieurement par stabilisateur versus non traités, et puis donc une extension de l'étude. Alors deux critères, enfin un co-critère de jugement principal, avec une MNIS, c'est-à-dire cette fameuse échelle neurologique avec un score neurophysiologique. C'est pas tout à fait la même que la précédente, mais enfin, bon, on va dire qu'elles sont quasiment comparables. Elle est cotée celle-ci sur 346. En tout cas, c'est la même évaluation clinique et c'est une évaluation neurophysiologique qui est un petit peu différente. Et ce critère de qualité de vie qui est celui qui est donc maintenant utilisé dans les différentes études des amyloses TTR et qui couvrent les différents domaines de la neuropathie, et puis également quelques critères d'investigation cardiologique. Alors, une population qui a été inclue donc de 172 patients, avec donc voilà, une randomisation 2 pour 1, 26 patients qui ont arrêté, donc 23% d'arrêt dans le bras inotersen versus 13% dans le bras placebo, mais finalement 96% qui ont été des patients qui ont été inclus dans l'étude d'extension. Alors voici le profil de la population, là encore une population autour de 60 ans, avec, alors ça c'est un NIS plus 7 à 77, donc qui est probablement un peu moins sévère que le NIS de l'étude précédente, avec donc une bonne répartition des mutations valmetrantes versus non valmetrantes, un peu moins de stade 2, donc marchant avec aide, il y avait un peu plus de patients marchant sans aide, et à peu près la moitié des patients qui avaient été traités antérieurement par tafamidis ou diflunisal. Donc stabilisateur de la transthyrétine. Donc là encore, un critère de jugement principal, qui est largement significatif, avec ici le groupe placebo, ici le groupe traité, et il est considéré donc que 36% des patients traités par inotersen n'ont pas de progression de leur maladie pendant 15 mois ou sont même améliorés sur un critère qui est assez stringent d'absence de changement sur cette échelle neurologique. L'échelle de qualité de vie est également très significative et très positive, avec 50% des patients qui considèrent finalement ne pas avoir de progression de leur maladie, voire même être améliorés. Voici les critères cardiaques, de jugement cardiaque, où là on a
peu de différences, c'est-à-dire que ce sont encore une fois une sous-population avec des critères secondaires, mais cette fois-ci, il n'y a pas de différence significative entre le groupe traité et placebo, tant sur les biomarqueurs pro-BNP que sur les paramètres de mesure de l'échographie. Donc là, un point d'interrogation qui reste sur ce plan. En termes, cette fois-ci, d'effets indésirables et de tolérance du produit, donc on l'a dit, un taux plus élevé de patients qui sont sortis, qui ont arrêté l'étude dans le groupe inotersen que dans le groupe placebo. Voici les principaux effets secondaires qui ont été notés. Comme très commun, ce qu'il faut retenir, c'est la thrombocytopénie, je vais y revenir, et comme commun, notamment l'insuffisance rénale. Là encore, je vais y revenir. Un nombre assez significatif de patients avaient des malaises qui réunissaient un petit peu l'ensemble de ces items qui sont réunis là, avec des maux de tête, des épisodes de vomissement, des hypotensions qui ont amené à être déclarés comme effets secondaires ou voire même à des sorties. Alors, il y a eu 5 décès dans l'étude randomisée et 2 dans l'étude en phase ouverte. Tous ont été considérés comme liés à la maladie, sauf un. Et à signaler que les 5 décès dans l'étude randomisée sont survenus dans le groupe inotersen. Alors, le premier effet secondaire qui était un petit peu préoccupant, c'était la survenue de thrombopénie. Et on voit ici un taux de plaquettes qui effectivement diminue chez les patients de manière assez rapide, chez les patients qui sont sous inotersen versus placebo. Et ceci donc a amené à 3 cas qui ont eu des grades de 3 thrombopénies, donc des thrombopénies sévères, dont un qui est décédé après une hémorragie intracrânienne. Ce patient n'avait pas été surveillé, enfin il y a eu un gap dans la surveillance des plaquettes, et donc une fois que cet événement grave est arrivé, il y a eu une implémentation d'une surveillance de plaquettes toutes les semaines, ce qui a permis de détecter un cas supplémentaire et de le traiter rapidement, et tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est quand même une préoccupation chez ces patients et ça nécessite certainement un suivi des plaquettes, en tout cas ce qui est recommandé à l'heure actuelle pour la mise en place hebdomadaire. En termes donc d'insuffisance rénale, c'est l'autre signal de tolérance qui est sorti, c'est-à-dire que là encore, chez les patients sous inotersen, il y a une baisse de la clairance du débit de filtration glomérulaire de 5 à 10 minutes, avec donc la survenue de 3 cas de glomérulonéphrite. Là encore, qui ont entraîné une surveillance rapprochée ensuite de la fonction rénale tous les 15 jours, mais un cas a fini en dialyse, les autres cas sont améliorés partiellement après traitement, notamment par corticostéroïdes. Voilà, il y a eu un cas supplémentaire qui a été ensuite détecté, mais traité à temps. Ces cas semblent survenir plus tôt chez des patients ayant la mutation MET30, mais les biopsies ont toutes montré des aspects de glomérulonéphrite avec des aspects un petit peu complexes, et il semblerait bien que ça survienne plus tôt chez des patients qui ont déjà une néphropathie amyloïde à transthyrétine. Voilà, donc en conclusion de ces 2 essais que je vous ai mis là en dernier, donc voici 2 produits, donc le résultat du premier essai Apollo avec l'ARN silencieux administré en intraveineux toutes les 3 semaines, montre un bénéfice pour stabiliser, voire améliorer les composantes moteurs, sensitifs, autonomiques de la neuropathie, sur une large population de malades avec un large panel de sévérité de neuropathie, ce qui est très important pour nos patients, avec une amélioration de la qualité de vie, et puis également un effet, semble-t-il, sur les paramètres cardiaques, sur tous les paramètres cardiaques, et avec un profil de tolérance qui semble tout à fait rassurant. Et puis l'inotersen qui, lui, également montre un effet favorable pour stabiliser
les patients, avec également un large panel de sévérité de patients inclus, mais un tout petit bémol sur la tolérance qui nécessitera certainement une attention un peu plus prononcée de la part des praticiens qui administreront ce traitement en termes de surveillance des plaquettes et de la fonction rénale. Et c'est une administration qui est en sous-cutanée une fois par semaine, donc relativement facile. Voilà, je m'arrêterai là. C'est quand même 2 événements majeurs pour les neuropathies héréditaires à transthyrétine qu'on voit arriver là à l'horizon de cette année. Les patients sont évidemment très très contents. Je n'ai pas mis à dessin d'algorithme, c'est-à-dire que va se poser maintenant la question de quelle séquence on va proposer comme traitement aux patients, quelle va être la place des stabilisateurs de la transthyrétine, est-ce qu'ils gardent une place au tout début ou est-ce qu'il faudra aller assez vite vers ce type de traitement. Je pense que c'est quelque chose qui reste à débattre un peu entre tout le monde et entre les centres de référence, mais certainement bon, ça méritera réflexion, mais je pense que c'est 2 avancées majeures qui nécessitaient de vous être communiquées aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc on a quelques minutes pour des questions, notamment sur ces 2 nouveautés attendues et assez spectaculaires. Alors moi, je peux commencer par une question, mais qui est peut-être un tout petit peu hors sujet. Mais, donc ces 2 essais, enfin ces 2 molécules ont été testées sur les amyloses héréditaires. Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors on sort peut-être un peu du cas des maladies rares, mais que ça fonctionne de la même façon sur les amyloses séniles? On peut, enfin, en termes d'approche, ça va éteindre le gène de la transthyrétine, que ce soit pour l'ARN interférent ou pour l'ARN antisens, puisque l'ARN antisens se met en amont, en fait, dans la partie 3'. Donc, il éteint le gène de la transthyrétine, et de même pour l'ARN interférent. Donc, au point de vue biologique, bon, je n'ai pas montré les données biologiques, mais on voit que le taux de transthyrétine dans les 2 essais diminue de 80%. Donc, il sera diminué de 80% si on traite des patients comme les volontaires sains d'ailleurs, puisque c'est la même chose. Donc on pourrait tout à fait imaginer traiter des amyloses à transthyrétine sauvages non mutées par ce type d'approche. Voilà, donc ça reste ouvert, ça intéresse certainement les partenaires industriels. D'autant plus qu'en tout cas pour l'ARN interférent, il semble y avoir un effet cardiaque, enfin il semble avoir un effet sur les paramètres cardiaques, donc certainement ça sera une next step pour le développement de ces produits. Mais en tout cas, sur le plan biologique, ça marche, ouais. Et ça éteint le gène de la transthyrétine. Que vu la prévalence de l'amylose sénile, ça risque de poser plus de problèmes qu'autre chose. Oui. D'autres questions? Moi, j'aurais une petite question en tant qu'hématologue. Est-ce qu'on a une notion de mécanisme de thrombopénie dans la 2e étude? Alors, vous avez rapporté qu'un patient a été traité par corticoïdes, donc on a envie de penser que c'est immunoallergique, enfin, comme un PTI, quoi, en gros. Alors, c'est une très bonne question, auquel j'aimerais avoir plus d'éléments de réponse. Ce qui a été avancé, c'est un mécanisme probablement disimmunitaire. Il y a des anticorps antiplaquettes qui ont été détectés chez un certain nombre de patients, mais pas tous. Voilà, et on n'a pas eu d'autres éléments de réponse sur ces cas de thrombopénie sévère. Donc j'avoue que c'est une question qui reste ouverte et qui nécessitera certainement de la part du laboratoire d'avoir un peu plus de précision, parce qu'il y a peut-être des patients plus à risque que d'autres. Et pour l'instant, on n'a pas d'éléments là-dessus que le suivi hebdomadaire, qui est quand même un petit peu évidemment alourdi. Le suivi de ces patients, qui par ailleurs pour certains ont des atteintes également cardiologiques et sont parfois sous antiagrégants ou sous anticoagulants, donc ça accumule un petit peu les risques de saignement. Le patient qui a fait l'hémorragie, peut-être, il avait d'autres facteurs de risque? Oui, absolument. Alors ce qui est avancé, c'est qu'il n'a pas eu de surveillance de ses plaquettes pendant un délai relativement long, mais il avait également, oui, des traitements antiagrégants à ma connaissance.
pour revenir sur l'efficacité sur les organes, peut-être que vous l'avez montré, oui, je n'ai pas tellement fait attention, la cinétique d'amélioration, par exemple, de l'atteinte cardiaque ou surtout neurologique, bien sûr, par rapport au début du traitement, c'est linéaire ou c'est exponentiel? Non, la cinétique, bon, elle a l'air linéaire. En tout cas, ce qui a été bien montré dans les deux essais, c'est qu'à l'analyse intermédiaire à 9 mois pour l'un, je crois que c'était à peu près la même chose pour l'autre, il y avait déjà une différence significative entre le placebo et le groupe traité pour les deux études. Donc il semble que c'est un effet qui se produit, en tout cas avant la première année, de ralentissement de l'accumulation du dépôt d'amylose et donc d'arrêt d'aggravation, puisque là encore, ce qu'on traite, on empêche qu'il y ait une accumulation de nouveaux dépôts d'amylose. On ne retire pas les dépôts d'amylose préexistants, bien sûr. Voilà. Donc en tout cas, il semble que ce soit une cinétique relativement rapide et dans la première année, tous les paramètres, les critères de jugement primaire étaient significatifs à 9 mois dans les deux études. Il y a une phase d'extension de prévue? Oui, alors il y a 2 phases d'extension, je l'ai montré dans les deux, 2 phases d'extension dans lesquelles les patients sont actuellement poursuivis. Je vous ai pas montré, on a encore peu de résultats. Enfin, ils vont arriver là. Voilà. Merci.